Donc, on commence dans 2 minutes, pour que vous partagiez encore le lien une dernière fois. Et on commence. Euh, Oui, allô? alors, formateur, oui, je pense qu'on peut démarrer hein, parce que le temps que les autres aussi nous rejoignent, donc on peut avancer petit à petit. Ok, super. Donc, on va démarrer. Là, je vais mettre mon écran sur truc là pour voir si vous voyez. Puisque moi, je ne serai pas là, je serai dans mon truc là. Donc, je vais mettre ça et voir si c'est bon pour tout le monde. Je vais mettre en grand. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Ok. C'est carré. Ok, super. Donc, du coup, ce soir, on va parler de blockchain et de crypto-monnaie. Ça sera une séance interactive. Donc, je vous prie de pouvoir voilà, poser des questions au fur et à mesure pour apprendre. C'est comme ça qu'on apprend. Maintenant, pour ceux qui veulent noter aussi des choses, c'est aussi l'occasion de pouvoir avoir un petit cahier à côté pour noter les choses. Alors, blockchain et crypto-monnaie. Déjà, comme vous le voyez, il y a genre, on n'a pas juste dit blockchain, on a dit blockchain et crypto-monnaie, ce qui veut dire qu'il y a déjà une différence entre les deux. Donc, on va essayer de creuser tout ça. Je tiens à dire d'abord que ce n'est pas une formation en tant que telle, puisqu'on ne peut pas faire toute une formation, mais ça sera une séance d'information pour avoir le b.a.-ba de tout ce qu'il faut savoir. Alors, bon, qui suis-je? Parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas. Tout rapidement, je m'appelle Etienne Antonio. Je suis de nationalité togolaise. Voilà, je suis togolais comme la plupart qui sont déjà ici. Je suis blockchain advocate. Vous avez sûrement vu sur la fiche, on a mis blockchain advocate. Bon, advocate, ça veut dire juste défenseur, c'est en anglais. Donc, je suis plus dans celui qui défend en fait cette technologie ou qui en parle autour de moi pour que les gens puissent comprendre. Donc, mis à part ça, je suis vice-président de Togo Bitcoin Community. Donc, on a une communauté togolaise ici pour le Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie. Donc, je suis le vice-président. Mon boulot à moi, même si je suis community manager, mais Web3, je pense que, bon, voilà. Je suis aussi programme manager. Actuellement, je suis en train de superviser un truc au Burundi actuellement, parce que le Burundi est en train vraiment de vouloir mettre en place une blockchain. Donc, je suis dans le programme avec le gouvernement du Burundi. Donc, actuellement, on est en train de former certaines personnes du gouvernement et tout. Donc, je suis programme manager sur ce programme de Blockchain Builder au Burundi. Et j'ai été panéliste aussi. Bon, j'ai représenté le Togo, si on peut dire, 3 fois. Mais bon, là, je vais juste mettre les 2 fois, parce que la troisième fois, c'était ici au Togo. 2 fois voilà, au Bénin, au Burkina Faso, pour des événements blockchain. Et voilà,
Donc, disons qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'événements ici au Togo, mais ce 14 décembre, on aura un événement que nous-mêmes sommes en train de vouloir faire. Donc, ça, c'est la petite parenthèse. Alors, sommaire. On aura à étudier 3 modules. Introduction en Bitcoin. Voilà, on parlera de tout ce qui est Bitcoin, tout ça. On parlera après de la technologie, qui est celui de la blockchain. Puis, en 3e module, on parlera maintenant de la crypto-monnaie et de comment y investir. Donc, ici, vous voyez déjà qu'on a Bitcoin, blockchain et crypto-monnaie. Donc, ça fait déjà 3 choses différentes. Donc, vous voyez que ce n'est Un pas tout. instant, un Oui. instant. Le diapo, ça bouge pas. Ah bon? Celui qui a mis Par rapport au diapo, c'est bon maintenant? Oui. Là, je pense que comme j'étais en plein écran, c'est pour cela que ça ne bougeait pas. Mais bon. Dès qu'il y a un problème, dites-moi. Bon, je sais pas, je voulais mettre en plein écran pour que vous puissiez bien voir. C'est pour cela que je l'ai fait comme ça. Là, c'est bon. Genre, Oui. le sommaire se fait voir, c'est bon? Oui, oui. OK. Donc, on a dit on aura 3 modules. Donc, introduction au Bitcoin, technologie de la blockchain et comment on va introduire aussi la crypto et comment y investir. Donc, pour le premier module, comme on l'a dit, histoire et origine de la blockchain Bitcoin, parce que la première blockchain qu'on a eue, c'est la blockchain du Bitcoin. Après, on va parler de la création, voilà, de cette blockchain par un certain mystérieux Satoshi Nakamoto. Et bon, disons, elle est cyberpunk. On va parler des premières heures du réseau Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé quand le réseau a été lancé? On va parler des fonctions de base de cette blockchain, puis de qu'est-ce que c'est que le Bitcoin en elle-même. Donc, on va commencer rapidement avec pourquoi le Bitcoin. Bon, est-ce que c'est bon, Jean, pour le diapo? C'est bon pour le diapo? Oui, c'est bon. Est-ce que ma voix est audible? Tout le monde m'entend, c'est bon? Oui, c'est bon, mais il y a le son de quelqu'un qui est en train de déranger un peu. Oui, il faut diminuer son volume. C'est possible de diminuer son volume. Allez au niveau de la personne, diminuer son volume parce que j'ai déjà essayé de le bloquer, mais bon, ce n'est pas possible. Donc, vous pouvez diminuer carrément son volume. S'il vous plaît, c'est le son de qui? Il y a un gars qui s'appelle Blockchain Façon. Il est venu, il est blockchain. Un gars qui s'appelle Blockchain. Il est dans les trucs là. Déjà, si on peut le sortir, là, on le sort. Voilà, c'est expulsé. Merci beaucoup. Oui, c'est bon, je l'ai expulsé. OK. Pour le diapo, j'espère que c'est bon. Moi, je vais retourner dans mon truc. Donc, on est sur pourquoi Bitcoin. C'est bon pour le diapo? Oui, c'est bon. OK. Donc, du coup, je pense que beaucoup de personnes ont déjà entendu parler de Bitcoin. On est venu vous dire Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Bon, qu'est-ce que vous avez déjà entendu parler? Qu'est-ce qu'on vous a déjà dit sur le Bitcoin? Vous pouvez parler, hein. J'envoie au micro, prenez la parole, on va essayer de discuter. Parce que comme ça sera plus interactif et vous allez mieux comprendre. Qui prend la parole? Personne n'a jamais entendu parler de Bitcoin? Oui, effectivement, bon, en fait, la petite que je connais, c'est bon, de l'argent virtuel, qui a une certaine avantage d'être capable. En tout cas, Je ne t'écoute pas. Hein. Ça bug. Je ne sais pas si c'est chez moi. c'est bon. Et ça bug, je n'écoute pas vraiment. Ok, est-ce que c'est Bon, essaie, j'ai réussi, on va voir. ok, donc je disais que bon, le Je n'écoute pas. Bon, je ne sais pas si c'est pareil pour chez les autres. Est-ce que tout le monde écoute? Vous arrivez à l'écouter? Non, c'est inaudible. C'est inaudible. Ouais, ça ne passe pas vraiment. Mais bon, bon, en tout cas, on va essayer peut-être avec c'est seulement la connexion.
Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire par rapport au Bitcoin? C'est qui a encore mis le son, moi? Les gars. Habib, là, même, sortez-le là. Genre, vous venez pour suivre une formation, vous rentrez dans la formation, vous laissez le truc. Moi, je ne comprends pas. En fait, je pense que c'est le paramètre par défaut de Qmeet là. C'est pourquoi les sons là, ça vient. C'est bon, il a été coupé. Son son a été coupé, c'est bon. Oui, je posais la question à savoir, blockchain et Bitcoin, qui a déjà entendu parler de Bitcoin? Qu'est-ce que vous avez entendu parler de Bitcoin? On vous a dit quoi sur le Bitcoin? Qu'est-ce que vous savez sur le Bitcoin, en fait? Et bon, salut à tous. Oui, salut. Moi, j'ai entendu parler du Bitcoin et les cryptos, tout ça là. Ce que je sais, c'est que le Bitcoin, c'est une monnaie numérique créée par un ou bien un groupe de personnes appelé Satoshi. Et bon, ça prend de la valeur un peu. Et actuellement, c'est que avec le temps, ça évolue et que c'est une monnaie un peu décentralisée. C'est-à-dire, c'est pas couronné, on va dire, par les banques centrales, tout ça là. Tout le monde peut avoir son portefeuille, tout le monde peut avoir son Bitcoin dans son portable, tout ça là. Mais c'est numérisé et c'est digital, je vais dire. Ouais, bref. Ok, tu as dit ça, ouais, merci. Tu as dit ça évolue un peu. Actuellement, le Bitcoin à $100 000, ce n'est plus un peu ça. Le Bitcoin a déjà cassé les $100 000, la pièce. Une autre question, voilà, par rapport au Bitcoin. Qui a déjà entendu parler de Bitcoin? Qu'est-ce que vous avez entendu parler de Bitcoin? On vous écoute. Quand vous finissez de parler, s'il vous plaît, coupez votre micro, histoire que ça soit audible pour les autres. Merci. Merci, Léon. Bon, vous ne voulez pas parler, il n'y a pas de souci. Ok, Diane, tu peux aller. On t'écoute. Hey, bonsoir, Monsieur Tino, bonsoir à tous. Bonsoir. Pour moi, le Bitcoin, c'est une monnaie numérique, comme tous les autres, mais il semblerait-il qu'elle est plus sécurisante et puis c'est utilisé sur toutes les plateformes. Comme l'a déjà dit le frère, et que les banques et autres là n'ont pas assez pour pouvoir bloquer ou bien faire quoi que ce soit. C'est une monnaie qui est libre en fait. Donc, c'est un peu ce que je connais sur ça. Une monnaie Merci. libre. Merci à vous. Oui. J'ai bien aimé la phrase, une monnaie libre. Ok, on ne va pas trop prendre du temps. Alors, qu'est-ce que le Bitcoin? Bitcoin, j'ai posé la question, mais la première, ce que j'ai mis ici, c'est pourquoi Bitcoin? Ok, donc comme vous êtes en train de le lire, j'ai mis cyberpunk. Alors, c'est qui les cyberpunk? En fait, c'est juste un groupe d'activistes et de cryptographes qui militent pour la protection de la vie privée numérique et de l'indépendance économique grâce à la cryptographie. Alors, les cyberpunk, en fait, ce sont des gens qui sont contre le système, ok? Puisque nous sommes dans un système où c'est les banques et les États qui créent de l'argent, qui impriment de l'argent, sont dans un système où toute l'information que nous avons sur Internet est aux mains des GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, qui font tout ce qu'ils veulent de nos données, qui vendent nos données, qui nous ciblent avec nos données, etc., sans que nous-mêmes, nous ayons nos propres données à nous. Et c'est nos données qu'ils vendent encore pour se faire encore de l'argent. Dans les cyberpunk, en fait, c'est des gens en fait, qui sont contre ce genre de système. Et ce sont des gens qui sont super, super intelligents, qui sont comme pas de cryptographie, c'est des gens qui sont très, très, très calés en mathématiques, parce que la cryptographie, c'est vraiment une science, au fait,
où on fait beaucoup de calculs mathématiques, en fait, puisque ils cryptent genre, les informations qu'il faut décrypter. Et tout ça, il faut faire des calculs complexes, assez mathématiques. Donc, les cyberpunks, en fait, sont ce genre de personnes qui, voyant comment le monde est dans sa décadence, où ces informations que nous avons nous sont revendues aux géants, etc., etc. Et la monnaie que nous avons, les banques centrales peuvent bloquer notre compte parce ils ont envie de bloquer notre compte. Les banques centraux peuvent, je ne sais pas, une banque centrale plutôt, peuvent faire ce qu'ils veulent avec votre argent. Vous voyez? Aujourd'hui, par exemple, si on vous envoie de l'argent, ils peuvent décider genre, de bloquer votre argent juste parce qu'ils en ont envie. Donc, tout ça, en fait, a poussé les cyberpunks à se dire, bon, si on crée un système monétaire qui soit décentralisé, où nous-mêmes, nous arrivons à le gérer. Vous voyez un peu? Donc, un système où nous-mêmes, genre, nous soyons nos propres banques, où nous-mêmes, nous soyons vraiment les garants, en fait, de ce système où on n'a pas besoin d'un tiers de confiance. Parce qu'au niveau des banques, les banques sont les tiers de confiance. Quand vous voulez envoyer de l'argent du Togo au Bénin ou du Togo en Chine, par exemple, vous passez par une banque. C'est la banque à qui vous confiez l'argent. C'est la banque qui a le tiers de confiance. C'est-à-dire que ça fait trois personnes. Ça fait vous, la banque et l'autre personne qui est de l'autre côté. Donc, pourquoi on parle du middleman ou du tiers de confiance. Vous voyez? Donc, avec l'abus des banques, avec tout ce qu'il y a autour, les cyberpunks se sont dit non, il faut qu'on crée quelque chose qui nous ressemble. Il faut qu'on crée un monde où nous soyons libres de faire ce que nous voulons sans que quelqu'un nous dicte nos lois. Alors, je tiens à dire que les cyberpunks, c'est un groupe qui est né depuis les années 70. Hein. Ce n'est pas, ils sont nés hier, non. Donc, du coup, c'est dans les cryptographes. Ils ont commencé par travailler, au fait, sur l'idée là. OK, ils se sont dit non, il faut qu'on crée quelque chose. Et dans les années 70, 68, 74, ils ont commencé. Il y a Whitman Diffie Whitman Diffie et Martin Hellman, voilà, qui ont commencé à travailler sur certains protocoles pour pouvoir créer, au fait, ce genre de réseau décentralisé, d'où nous parlons, où nous soyons vraiment des acteurs de ces réseaux. Vous voyez? Donc, leur vision était de créer un système monétaire qui soit décentralisé. Donc, on parle de décentralisation ici, on parle d'une chose qui n'est pas contrôlée par quelqu'un. On parle d'une chose où chacun peut interagir avec sans qu'il soit limité quelque part par ci ou par ça. Vous voyez? Par exemple, aujourd'hui, si vous n'avez pas de compte, et si vous n'avez pas de carte, vous ne pouvez pas avoir de compte bancaire. Vous voyez? Si vous n'avez pas peut-être 18 ans, vous ne pouvez pas avoir de compte bancaire. Non, dans la blockchain, il n'y a pas ce genre de choses. Dans la blockchain, que vous ayez une carte ou pas, que vous ayez même une naissance ou pas, la blockchain vous accepte. Vous voyez? Que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez asiatique, il n'y a pas de racisme avec cette technologie qu'on appelle la blockchain. Parce qu'elle est décentralisée, elle est ouverte à tout le monde. Donc, du coup, depuis les années 74, ça a commencé par travailler sur des différents protocoles et tout ça pour rendre, au fait, cette vision vraiment vraie. Vous voyez, histoire de pouvoir que cette vision se donne. Maintenant, en faisant tout ça, ils ont créé certaines monnaies, voilà, genre le Bitcoin et tout ce qui va avec, pour tomber maintenant sur la première monnaie que nous appelons le Bitcoin. Maintenant, cette monnaie n'a pas été créée comme ça. Cette monnaie a été créée en se reposant sur une technologie que nous appelons la blockchain. OK? Donc, pourquoi quand on parle de crypto-monnaie, on parle de cryptage plus monnaie. Vous savez, crypto-monnaie. Donc, c'est une monnaie qui est cryptée. C'est une monnaie qui est codée. Vous voyez, c'est une monnaie Internet, mais qui est codée et qui repose maintenant sur une technologie que nous appelons la blockchain. OK? Donc, du coup, ils ont commencé par travailler tout ce qui va avec. Et le 31 octobre 2008, un groupe d'individus, sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, a publié ce qu'on appelle le livre blanc du Bitcoin. Alors, quand on parle de livre blanc, c'est juste un document qui va présenter comment le Bitcoin va fonctionner. Vous voyez? Donc, du coup, on nous crée un système monétaire que nous appelons la blockchain, qui en son sein a une crypto-monnaie aussi,
qui est le Bitcoin. Donc ici, nous avons le Bitcoin, c'est-à-dire la première blockchain que nous avons, s'appelle la blockchain du Bitcoin, okay, avec le grand B. Et nous avons cette blockchain qui a en son sein une monnaie que nous appelons le Bitcoin. C'est un peu comme si une banque, on prend l'exemple comme ça, j'en prends EcoBank qui a son système, voilà, genre de transfert de valeur, et EcoBank a sa propre monnaie, au fait, au sein de son écosystème que vous pouvez utiliser pour faire des transferts. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça, en fait. Bon, puisque si aujourd'hui on prend T-Money, tout ça, ce n'est pas pareil parce que ça, voilà, il faut avoir du CFA pour convertir. Mais ici, c'est le système blockchain qui a en même temps sa propre crypto-monnaie à l'intérieur. Cette crypto-monnaie, on l'a par un processus qu'on appelle le minage. Mais on va arriver là pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc là, tout de suite, c'est pour vous faire comprendre le fait que pourquoi on a créé le Bitcoin, ce n'est pas pour se rendre riche. Oui, puisqu'aujourd'hui, le Bitcoin a 100 000 $ la pièce, mais ce n'est pas pour se rendre riche, mais c'est pour un idéal. C'est pour pouvoir avoir un système monétaire où nous pouvons échanger de la valeur sans tiers de confiance, OK? Que un système décentralisé où AFI, AWA, Jean Ping qui est en Chine, François Mitterrand qui est en France, un Camerounais qui est, tout le monde puisse être dans ce système où chacun puisse se trouver. Ouais, donc ça, c'est l'idée derrière, la vision derrière le Bitcoin, cette blockchain qu'on a créée. Donc, du coup, le 31 octobre 2008, Satoshi Nakamoto, qui est un pseudonyme, parce que, genre, moi, personnellement, je sais que ce n'est pas une seule personne, puisque il y a vraiment eu du boulot depuis plus de 40 ans pour pouvoir créer ce qu'on a aujourd'hui comme Bitcoin, la blockchain du Bitcoin. Donc, c'est juste l'aboutissement de tout ce qui a été fait que Satoshi, ou ces personnes que nous avons rassemblées sur le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, est arrivé à cette fin où on a eu un élément, je peux dire, une version finale de genre de la vision des cyberpunk depuis plus de 40 ans. Donc, le 30 octobre 2008, sur le site de bitcoin.org, on nous sort le livre blanc du Bitcoin qui nous dit au fait que le Bitcoin, en fait, c'est 5 pages. Hein. C'est 5 pages. Le Bitcoin aujourd'hui qui vaut 100 000 $ a été résumé en 5 pages. A été résumé en 5 pages. Excusez-moi, j'ai un appel. Désolé, j'avais un appel. Donc, du coup, on nous résume tout ce qui est blockchain, la blockchain du Bitcoin en 5 pages pour nous dire en fait que c'est un système peer-to-peer, comme vous le lisez ici, et peer-to-peer electronic cash system. Donc, la blockchain qu'on nous crée, c'est pour pouvoir transférer de la valeur. OK? C'est une blockchain pour nous permettre de pouvoir transférer de l'argent, transférer de la valeur sans tiers de confiance. Mais comment ça va marcher? Là, on saura ça à la suite. Il y a une question, quelqu'un de parler. Marc, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît? Quelqu'un est en train de parler et ça me déconcentre. Si on peut soit on le sort, soit on le garde. C'est bon. Le micro est coupé, c'est bon. OK. Merci. Donc, du coup, le 31 octobre 2008, Satoshi nous sort un white paper pour nous expliquer ce que c'est que le Bitcoin et à quoi ça va servir. Donc, là, on sait que, OK, le Bitcoin, c'est un réseau, OK, qui derrière aura
a sa propre blockchain ou son propre système de transfert d'argent, de transfert de valeur. OK? Maintenant, le 31 octobre, voilà, désolé, je vais retourner derrière. Le 31 octobre 2008, on nous publie le livre blanc. Et à partir de l'année qui a suivi, Satoshi commence par travailler sur cette blockchain ou cette technologie. OK? Donc, ici, j'ai mis 3 janvier 2009. Satoshi mine le premier bloc appelé Genesis. Alors, je vais peut-être plus à la suite vous montrer ce qu'on appelle le minage et tout ça. Mais ici, quand je dis Satoshi mine le premier bloc, en fait, le minage, c'est un processus qui fait partie, au fait, de cette blockchain ou cette technologie dont nous sommes en train de parler. Et pour pouvoir, parce que nous parlons d'une monnaie et de sa technologie qui est sous-jacente, pour pouvoir avoir cette monnaie, okay, parce que quand on prend les banques centrales, qu'est-ce que les banques centrales font? Les banques centrales, eux, ils impriment de la monnaie. C'est-à-dire, une banque centrale se lève, il imprime 10 milliards de francs CFA et vous l'envoie. C'est ce que les banques centrales font. Bon, je ne vais pas rentrer dans comment ça se passe et tout, inflation et tout ça, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Donc, c'est-à-dire que, bon, ils le font parce qu'ils ont envie de le faire. Mais au niveau de la blockchain, pour pouvoir avoir des bitcoins qui sont la monnaie du réseau Bitcoin, parce que là, comme je l'ai dit, il y a le Bitcoin, le réseau Bitcoin avec grand B, comme je l'ai mis là, et il y a la crypto de ce réseau avec petit b. Pour pouvoir avoir la monnaie de ce réseau, il faut faire ce qu'on appelle le minage. Alors, de façon simple, je vais l'expliquer parce que devant, je vais mieux expliquer. Le minage, en fait, c'est juste un processus, OK, pour faire des calculs assez complexes. Quand on fait les calculs assez complexes là, quand le calcul est vérifié, OK, un calcul mathématique, hein, quand c'est vérifié, celui qui trouve la réponse, il gagne des bitcoins. Donc, vous voyez, c'est comme ça en fait. Donc, comme je l'ai dit, les cyberpunks sont des cryptographes, sont des gens qui aiment la mathématique, qui aiment jouer, qui aiment les puzzles. Donc, du coup, quand il y a une information qui vient dans le réseau blockchain, l'information d'abord, elle est codée parce qu'on parle de cryptographie, on parle de cryptage. C'est parce que ce sont des cryptographes qui ont codé. Donc, l'information qui vient dans le réseau, elle est cryptée. Donc, personne ne sait c'est quelle information. Donc, chacun maintenant essaie de faire des calculs complexes pour pouvoir maintenant trouver la réponse à cette information qui est codée. Donc, celui qui trouve cette personne, il soumet la réponse aux autres du réseau qui vont dire « Ah, bon, toi qui as trouvé la réponse, félicitations à toi. » Et cette personne automatiquement gagne ses bitcoins. Donc, les bitcoins, vous gagnez les bitcoins quand vous trouvez l'information qui vient dans le réseau et qui est cryptée, que vous allez décoder. Donc, en faisant le décodage, là, on parle de minage. C'est tout. Donc, le minage, ce n'est pas vraiment quelque chose d'assez complexe à comprendre. Donc, du coup, pour mes frères et sœurs qui minent des cryptos sur leur portable, ce n'est pas possible parce que le minage demande beaucoup de puissance de calcul. OK? Donc, ça, c'est juste une petite parenthèse. Ça demande beaucoup de puissance de calcul. OK? Aujourd'hui, quand vous allez voir les fermes de minage de Bitcoin, c'est sur des hectares. Des hectares et même, demain, je dis demain, à la suite, on va même parler du halving et de comment c'est assez complexe de pouvoir miner du Bitcoin. Alors, donc, le 3 janvier 2009, Satoshi mine le premier bloc appelé bloc Genesis. Donc, du coup, c'est Satoshi qui fait. Qui résout le premier problème, OK, ou le premier puzzle qui a été envoyé dans le réseau et il a miné les premiers bitcoins. Je pense qu'à l'époque, c'était 100 bitcoins par bloc miné. Et le 9 janvier 2009, il rend maintenant le réseau open source parce que du 3 janvier jusqu'au 9, le réseau était centralisé parce que c'était sur son PC et tout ça, il fallait maintenant lancer, puisqu'il fallait d'abord tester le réseau et tout ça. Donc, pendant ces jours, du 3 au 9, on a corrigé les bugs du système et tout ça. Et à partir du 9 janvier 2009,
aujourd'hui 14 ans, 15 ans déjà, on a rendu le réseau open source pour que toute personne qui veut puisse télécharger le logiciel qu'on appelle le Bitcoin Core et l'installer sur son PC et commencer par miner du Bitcoin. Donc, c'est à ce moment que le réseau est devenu open source et décentralisé parce que toute personne dans le monde entier, que tu sois en Chine, au Japon, aux États-Unis, en Australie, tout ça, et que tu as accès à Internet, tu peux télécharger ce logiciel, l'installer sur ton PC et commencer par toi aussi valider les informations qui viennent dans ce réseau et gagner du Bitcoin. Vous voyez, donc c'est ça qui a commencé par rendre ce réseau décentralisé. Maintenant, à partir du 12 janvier 2009, il a envoyé 10 Bitcoins à Halfine. En ce moment, le Bitcoin n'avait pas encore de valeur, aucune valeur pour le Bitcoin. Donc, eux, ils ont créé, puisque comme je parle des cyberpunks, ce sont des gens qui ont vraiment une vision de la chose. Ils ont créé une chose qui n'avait pas encore de la valeur. Donc, c'est eux qui, travaillent sur le protocole là. Donc, le 12 janvier, Satoshi envoie 10 bitcoins à Halfine. Aujourd'hui, comme je vous parle, un bitcoin à 100 000 $. Donc, 10 bitcoins, ça fait déjà 1 million de dollars actuellement où nous vous parlons. Donc, depuis 2009, il y a eu la première transaction où on a envoyé 10 bitcoins à Halfine, qui est aussi un grand développeur sur le réseau Bitcoin. OK? Donc, voilà. Donc, à peu près, c'est comme ça, je peux dire que ça s'est passé. C'est-à-dire, il y a eu une vision des cyberpunks qui voulaient déjà être libres financièrement, comme sur Internet, ne pas avoir à partager leurs informations à tout le monde, aux GAFAM. Donc, ils décident de créer un réseau qu'on appelle la blockchain, parce que à la suite, vous allez comprendre que la blockchain, ce n'est pas juste du Bitcoin, parce que la blockchain, c'est, comme je l'ai dit depuis, la blockchain, c'est une technologie. Donc, c'est-à-dire, on peut utiliser la blockchain partout. On peut utiliser la blockchain même sans la crypto-monnaie. OK? Donc, ils ont décidé de créer la blockchain d'abord pour sécuriser, pour crypter les informations que eux-mêmes ils sont en train de s'envoyer. Vous voyez un peu? Ils sont en train de s'envoyer. Ils ont crypté ces informations entre eux en utilisant la blockchain. Et par-dessus ça, ils ont lancé maintenant une monnaie qu'ils peuvent utiliser dans leur écosystème. Et cette monnaie aussi est cryptée. Donc, c'est une monnaie qui est non censurable, qui est décentralisée, qu'on peut envoyer partout. Donc, voilà l'idée derrière les cyberpunks et ils ont mis sur pied l'idée. Ils ont mis sur pied l'idée et collecte. Ton micro, merci. Ils ont mis sur pied l'idée et ça a commencé comme ça avec le minage du Bitcoin en 2009. Le 9 janvier, on rend le réseau open source et on fait une première transaction du Bitcoin le 12 janvier de la même année. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour commencer avant qu'on entame la suite? S'il n'y a pas de questions, j'en dis, on va aller vite. Bon, je pense qu'il n'y a pas de questions. Oui, vas-y. Je voudrais savoir ce que c'est que l'open source là. C'est quoi concrètement? OK, quand on dit qu'on a un réseau open source, c'est on l'ouvre à tout le monde, au fait. C'est-à-dire que chacun peut venir copier le code source du Bitcoin et pouvoir créer sa propre crypto-monnaie où chacun peut. Bon, ici, quand on dit rendre le réseau open source, c'est plus la blockchain, au fait. Donc, je parlais ici de pouvoir télécharger un logiciel qu'on appelle le Bitcoin Core. Attendez, je vais essayer de voir si je peux même aller sur le site du Bitcoin. Le site me met encore là. C'est pas comme ce n'est pas. Donc, du coup, on met le logiciel sur le site et vous pouvez venir télécharger ce logiciel tranquillement pour pouvoir vous-même aussi commencer par miner du Bitcoin. Vous voyez? Donc, c'est ça. Je vais vous partager le site même du Bitcoin. Ça, c'est le site du Bitcoin. Vous voyez? Le site est toujours là. Ce n'est pas comme ce n'est pas là. Ça, c'est le site du Bitcoin. Vous voyez, Bitcoin est un réseau de paiement. Bitcoin est un réseau de paiement. Vous voyez, le grand B, c'est un réseau de paiement novateur et une nouvelle forme d'argent. Donc, ça, c'est le petit Bitcoin. Donc,
c'est comme je vous le disais, il y a le réseau et la monnaie du réseau. Donc, ici, bon, qu'est-ce que le Bitcoin et tout ça? Vous pouvez voir les choses et tout ça. Ouais. Donc, ici, vous pouvez télécharger. Bon, on ne va pas peut-être aller jusque-là, tout ça. Vous pouvez télécharger. Genre, quand vous allez au niveau des ressources, vous pouvez venir télécharger le Bitcoin Core. Ça, c'est le logiciel que vous pouvez télécharger. Ça c'est la version 27. C'est depuis qu'on a créé le Bitcoin. Ouais, ça, voilà. Donc, vous voyez un peu. Là, cette connexion initiale de Bitcoin Core peut prendre du temps, télécharger beaucoup de données. Assurez-vous de disposer suffisamment de bandes passantes et pour la tête de la chaîne de blocs. Bon, actuellement, la blockchain du Bitcoin fait 65 gigas, comme vous le voyez ici. Ça fait 65 gigas. Tu mets la blockchain du Bitcoin depuis 15 ans. Ça fait 65 gigas. Ça, c'est la blockchain du Bitcoin actuellement depuis 15 ans. Donc, genre, tout est là. Donc, ça, c'est ça qu'on rend open source. Donc, chacun peut télécharger et l'installer chez lui pour pouvoir voilà, miner du Bitcoin. Mais actuellement, comme je vous l'ai dit, ce n'est plus possible de miner du Bitcoin, sauf si vous avez beaucoup d'argent, si vous avez les moyens pour miner du Bitcoin. Est-ce qu'il y a encore une autre question? S'il n'y en a pas, on va continuer. Donc, on a mis ici les fonctionnements de base du réseau Bitcoin. Il y a la décentralisation, le protocole, les transactions, le minage, les clés publiques, privées, sécurité, pseudonymat et rareté. On va en parler à la suite, ne vous inquiétez pas. Donc, si déjà les petites choses que je viens de dire, vous avez compris la vision, on va maintenant aller dans qu'est-ce que le Bitcoin en elle-même. OK? C'est-à-dire, là, on va parler de la monnaie. Comme je vous l'ai dit, je mettais ça en tête qu'on a le réseau Bitcoin avec grand B, on a la monnaie avec le petit b. Alors, le Bitcoin, encore appelé la monnaie de l'Internet, est une monnaie numérique décentralisée. Contrairement aux devises traditionnelles, il n'est pas contrôlé par un gouvernement ou une institution. Les transactions en Bitcoin sont effectuées directement entre utilisateurs via le réseau Bitcoin, comme vous le voyez. Donc, comme je l'ai dit, c'est plus des transactions peer-to-peer, c'est-à-dire de personne à personne directement. Donc, on ne passe pas par un tiers de confiance. Vous voyez. Et maintenant, ce réseau est sécurisé par des gens comme vous et moi qui ont téléchargé le Bitcoin Core et l'ont installé. Donc, on crée en même temps une économie pour nous-mêmes, en fait. Vous voyez. Comme je l'ai dit, il n'y a pas à avoir un certain âge, à avoir une certaine race pour pouvoir miner du Bitcoin, pour pouvoir, voilà, quand on parle de minage du Bitcoin, c'est comme je l'ai dit, c'est faire des calculs complexes, mais quand on fait les calculs derrière, c'est pour valider des transactions. OK, donc quand les transactions sur le réseau sont validées, là, vous gagnez des récompenses maintenant en Bitcoin, c'est-à-dire, on envoie une transaction qui est cryptée, vous décryptez l'information. Comme je l'ai dit, c'est assez complexe, donc il faut vraiment une machine de calcul pour votre ordinateur ou votre superordinateur qui va décrypter l'information. Dès que l'information est décryptée, l'information qui est codée est décryptée, vous gagnez des bitcoins, tout simplement. OK? Donc, du coup, comme je l'ai dit, le bitcoin, c'est ça. Donc, c'est la monnaie, en fait. C'est une monnaie cryptée. Donc, c'est pour ça qu'on parle de crypto-monnaie. Donc, le bitcoin est une crypto-monnaie puisqu'elle est cryptée. Donc, le bitcoin est la monnaie du réseau Bitcoin. Et elle est utilisée, on peut l'utiliser, on l'utilise pour faire des transactions de personne à personne. Donc, c'est pour cela qu'on parle de transactions peer-to-peer en anglais. OK? Donc, par analogie, bits, voilà, c'est l'unité de mesure en informatique. Vous voyez? Gigabit, mégabit et tout ça, voilà, c'est juste une unité de mesure. Donc, quand on dit gigabit, mégabit, donc on a juste pris ça. Comme c'est une monnaie qui est codée, donc Bitcoin, on prend le bit, qui est une unité de mesure en informatique. Voilà. Et on prend coin. Coin, en anglais, ça veut juste dire pièce, métal. Donc, Bitcoin, c'est juste une monnaie informatique, en quelque sorte. Bon, pour faire ça comme ça. Il y a une question? OK, on va aller. Alors, bon, pour cette première partie, ce qu'il y a à retenir, le Bitcoin est né d'une vision, voilà, de s'affranchir du système financier traditionnel et partager librement ses informations sans censure. Voilà. Nous avons le réseau, voilà, Bitcoin avec le grand B et la monnaie de ce réseau, Bitcoin avec le petit b. Donc, Bitcoin a été lancé le 3 janvier 2009 et le réseau a actuellement 15 ans d'existence.
Le nombre de bitcoins qui est disponible est de 21 millions d'unités. Donc, c'est le nombre de bitcoins que nous avons dans le monde entier et qui ne va pas changer, qui est 21 millions d'unités. Or, actuellement, dans le monde, nous avons 800 000 milliards d'argent, c'est-à-dire on a 800 trillions qui circulent actuellement. 800 000 milliards d'argent qui circulent actuellement. Or, le bitcoin dont nous parlons n'a que 21 millions de pièces. Donc, ce qui veut dire que pour les 8 milliards d'habitants que nous sommes, même si on veut diviser, chacun aura une petite quantité. D'où on parle maintenant de Satoshi. Donc, le bitcoin peut être divisé jusqu'à 8 décimales. Vous voyez un peu, c'est un peu comme quand on prend, on sait qu'on a 1 franc ici. Donc, quand on prend 5 francs, il peut être divisé en 5. Quand on prend 10 francs, on peut diviser 10 francs en 10 ou même en 2 pièces de 5, par exemple. Vous voyez? Donc, au niveau du bitcoin aussi, le bitcoin peut être divisé jusqu'à 8. Donc, on parle de Satoshi. Donc, un bitcoin fait 100 millions de Satoshi. Ce qui voudrait dire que chacun peut acheter ne serait-ce que quelques Satoshi sans toutefois acheter un bitcoin entier. Donc, les gens pensent souvent que quand on parle de bitcoin, il faut acheter un bitcoin pour dire qu'on détient. Non, j'en peux acheter même j'ai 10 dollars en bitcoin, 5 dollars en bitcoin. Donc, j'en peux avoir quelques Satoshi du bitcoin qui prennent de la valeur aussi. OK? Donc, on va aller à la suite. J'espère que mes explications sont assez claires, que ce n'est pas trop technique. Hein. J'essaie de rendre ça plus simple. Alors maintenant, on va parler du module 2. On va parler de la technique de la blockchain. On va parler du minage, du halving, des consensus, etc., etc. Donc, ne soyez pas... Ce n'est pas des choses qui font peur. C'est des trucs, c'est juste des mots qu'on pense compliqués, mais ce n'est pas compliqué. Est-ce que je peux avancer? C'est bon? Il n'y a pas Oui, de c'est question, bon, c'est bon. OK. Alors, oui, Diane, vas-y. Oui, Diane, vas-y. Oui, ma question, c'est, bon, c'est vrai que la monnaie Bitcoin est libre et tout ça, mais est-ce que c'est vraiment sécurisé vu que c'est des personnes derrière qui font des minages, qui écrivent des codes et tout. Si un de ces jours, il y a une des personnes qui décide de ne plus travailler, ça ne met pas la monnaie en jeu. OK, on va en parler de ça à la suite pour que tu puisses mieux comprendre. Ta question est très légitime. Donc, tu vas mieux comprendre. Je vais me déplacer. Il y a du bruit sinon. Je ne sais pas pourquoi, mais je déteste le bruit. Donc, quand il y a un peu de bruit, je me déplace. Donc, on va expliquer ça à la suite. Je cherche même un truc là pour vous expliquer comment la blockchain marche. J'arrive. Alors, déjà, pour ta question, tu demandais si aujourd'hui quelqu'un se lève et dit ah, lui, il est fatigué, il ne veut pas miner, il ne veut plus miner du Bitcoin, puisque c'est à travers le minage qu'on valide les transactions sur le réseau pour que si moi je t'envoie de l'argent, ok, c'est-à-dire moi je me lève aujourd'hui, je me dis ok, je vais envoyer genre 10 dollars Bitcoin à Diane, donc j'envoie les 10 dollars Bitcoin, ok, les 10 dollars Bitcoin vont passer dans le réseau blockchain genre, du Bitcoin. Et derrière, il faut que ces personnes puissent, puisque l'information qui va passer, c'est-à-dire les 10 dollars, ne sera pas 10 dollars comme ça. Comme je l'ai dit, ça sera crypté. Donc, il faut maintenant décrypter l'information en faisant, voilà, en faisant des calculs complexes, en essayant plusieurs combinaisons pour pouvoir trouver l'information. OK? Et quand la personne qui trouve l'information, c'est lui qui reçoit maintenant la récompense, en fait. Genre du bloc qu'il a miné. Maintenant, tu dis, si quelqu'un, lui, décide de ne plus miner, est-ce que ça sera un truc là? Bon, la première chose, c'est que quand tu mines, tu gagnes genre, tu gagnes des bitcoins. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qu'on a mis en place pour pouvoir te pousser, toi, à miner. Parce que si c'est vrai qu'aujourd'hui, les machines de minage sont assez chères, mais si derrière,
tu mines du Bitcoin qui prend de la valeur. On suppose qu'une personne qui a miné du Bitcoin en mars 2020, en mars 2019-2020, non, c'est mars 2019 qu'il y a eu le Covid, non? Bon, je ne me rappelle plus. En mars 2020, le Bitcoin a chuté de 55 000 à 3 000 dollars en Covid. Donc, de 3 000, en 2021, on a eu le Bitcoin qui a tapé, j'allais sur 9 000 dollars. Et aujourd'hui, on a un Bitcoin qui est à 100 000 dollars. Donc, une personne qui a même miné le Bitcoin à ce moment, il est toujours bénéfique actuellement. Mais, donc, dans le processus de minage, on met en place quelque chose pour t'attirer à miner, dans le sens où quand tu mines, tu as des récompenses. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut comprendre, comme j'ai eu à le dire au début, c'est plus une vision que de l'argent, tu vois. Donc, protéger la blockchain en la sécurisant avec tout ce qu'il y a derrière, pour certaines personnes, c'est plus que de l'argent parce que c'est une vision qu'ils sont en train d'entretenir, en fait. Tu vois un peu. Je ne sais pas si j'ai répondu brièvement à ta question. Oui, oui. Oui, mais la suite, je ne t'inquiète pas, je vais mieux me m'expliquer. Si on est en train de chercher quelque chose ici. Bon, on va aller. OK, on va parler de la blockchain. J'ai un truc là, vous m'excusez une minute. Il faut qu'on aille sur la blockchain elle-même. Il faut que je vous montre quelque chose. Bref, je ne trouve pas. C'est pas grave. OK. Bon, la définition, la technologie derrière le Bitcoin est appelée la blockchain. OK, une blockchain est un registre numérique qui permet d'enregistrer et de stocker toutes les données ou informations de façon automatique, non modifiable, transparente et consultable par tout le monde. Alors, quand on parle d'une blockchain, déjà, comprenez que c'est juste une base de données. Déjà, il faut que tout le monde comprenne ça comme ça. La blockchain, ce n'est pas quelque chose qui est très difficile à comprendre. C'est une base de données, comme toutes les bases de données que nous connaissons. Mais maintenant, la blockchain a d'autres spécificités que les autres bases de données n'ont pas. La blockchain, qui est cette base de données, déjà, elle est décentralisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas centralisée quelque part. Je comprends la base de données même de Facebook maintenant. Il y a un gros serveur où toutes les données sont centralisées dans ce gros serveur, c'est-à-dire tout ce qui vient de Facebook, depuis la Chine, le Japon, ça vient dans un seul serveur. Ce qui a fait que, la fois dernière, qu'on a eu un bug la fois dernière, WhatsApp, tout ça, ont planté. Mais s'ils avaient des serveurs qui étaient décentralisés, quand un seul serveur bug, les autres peuvent continuer par travailler. Donc, je réponds en même temps à Diane par rapport à ça. Donc, si un seul mineur ne veut plus miner le Bitcoin, est fatigué, il y a d'autres mineurs qui vont toujours miner l'information. Tu vois? Donc, ça c'est déjà ça. Donc, au niveau de la blockchain, c'est ça. C'est-à-dire, la blockchain, le réseau est décentralisé. Donc, le réseau est partout dans le monde entier. C'est un très, très, très grand réseau où, quand une information est envoyée, toutes les personnes, que ce soit Chine, Japon, Inde et tout ça, se concèdent pour pouvoir miner l'information. Quand il y a parlé de minage, j'ai parlé de pouvoir trouver la réponse à l'énigme mathématique qui a été envoyée. Donc, quand quelqu'un trouve la réponse à cette énigme, cette personne est payée en Bitcoin. Tout simplement. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le minage et tout ça. Maintenant, ça, c'est comme ça que la blockchain est. Donc, toutes les informations qui viennent sur la blockchain ne sont pas modifiables. OK? Quand on prend une blockchain de type public, parce qu'il y a les blockchains privées et publiques, privées, consortium, mais aujourd'hui, on va juste se concentrer sur la blockchain de type public, qui est celui de la blockchain du Bitcoin, qui est la première blockchain. Quand une information vient sur la blockchain du Bitcoin, elle est non modifiable. OK? Elle est transparente et consultable par tout le monde. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, quand j'envoie du Bitcoin à Diane, par exemple, si j'envoie $10 de Bitcoin, je ne peux plus venir sur la blockchain pour dire que non, genre, ce n'est pas $10 que je voulais envoyer, ou même, j'ai changé l'information comme dans un livre de compte. Vous voyez un peu. Donc, c'est un livre de compte qui est transparent, qui est ouvert pour tout le monde, où on peut voir les transactions qui sont là. OK? Donc, je vais même aller sur la blockchain du Bitcoin même. On peut voir les transactions de suite même. On peut voir les transactions qui sont là.
Et voilà, quoi. Une seconde, je partage mon écran. J'espère que je ne vous ennuie pas avec ma formation. Bon, c'est pas une formation, mais actuellement, voilà le Bitcoin à 100 000 $. Donc, on va essayer d'aller sur la blockchain du Bitcoin. Voilà. Pam, 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 pam. Essayons aussi voir. Une seconde, je vais partager ça. Je dois même partager tout l'écran en même temps. Tout l'écran, je pense. Bon, bref. Bon, est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? Alors, ça, c'est, bon, quelque part, c'est ce qu'on est en train de voir sur la blockchain du Bitcoin actuellement. S'il te plaît, l'écran n'est pas visible. Je ne sais pas si c'est chez moi. Ça. Ok, je vais partager juste ceci. Là, je pense que c'est bon. Donc, on parlait des blocs, parce que quand on parle de blockchain, c'est lui des chaînes de blocs. Actuellement, nous avons plus de 873 000 chaînes et blocs qui ont été créés. Et pour les 30, bon, je vais plutôt... Bon, ça, c'est le dernier bloc qui a été miné. Bon, je vais juste vous montrer quelques petits trucs. Vous voyez, là, on est le 7 décembre, aujourd'hui, à 20h57, 20h57 et 52 secondes. Vous voyez un peu. Ça, c'est une transaction qui a été faite de 13,46 $. Ouais, la transaction a été faite de 13,46 $, qui correspond à cette quantité de Bitcoin. Vous voyez. Maintenant, ça, c'est toute l'information qu'il y a dans cette transaction, en fait. Donc, c'est-à-dire sur la blockchain, comme je le dis, quand une information vient, elle ne peut plus être modifiée. C'est-à-dire que tout ce qui est là ne peut plus être modifié. Ouais, donc, on peut tout voir de façon claire. On peut tout voir, c'est-à-dire qui a envoyé, vous voyez, transaction, adresse, montant. Donc, c'est-à-dire, c'est celui-ci qui a envoyé celui-ci. Celui-ci a, vous voyez, on peut tout voir. Et même, on peut suivre la personne. Bon, quand on dit suivre, c'est juste... c'est pseudonyme, donc on ne peut pas savoir qui est derrière, certes, mais on peut suivre son adresse pour pouvoir voir l'information là. Donc ça, ce n'est pas encore miné. Pour pouvoir voir l'information là. Vous voyez? Donc quelque part, vous voyez, previous block, this block. Donc actuellement, c'est le bloc qui est en train d'être miné. Ça, c'est le next block actuellement. Donc ça, c'est le bloc qui a été miné. Bon, je vais mieux vous expliquer ça tout de suite pour que vous puissiez comprendre. Donc quelque part, c'est à peu près ça la blockchain, dans le sens où c'est des blocs qui se suivent. Okay, c'est des blocs qui se suivent et qui sont liés par ce qu'on appelle un hash. Donc, comme vous le voyez ici, vous voyez, ça c'est un bloc. Ça c'est un bloc, ça c'est un bloc. Maintenant, il y a un truc ici, là, qui est la chaîne. Donc, blockchain, ça veut dire juste chaîne de blocs. Maintenant, ici, là, genre la chaîne là, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un hash.
Je vais vous expliquer ça tout de suite pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, je vais expliquer ce truc-là et aller maintenant sur la blockchain pour vous expliquer ce qu'on appelle un hash. Excusez-moi, je vais essayer d'aller sur le site. Il y a un site là, histoire de pouvoir mieux vous expliquer ça. Parce que je pense que quand vous allez voir comment ça se passe, ça sera mieux que quand je vais vous le dire. Underproof. Bon, on va aller à ça après, parce que ma connexion, bon, mon truc là ne vient pas. Alors, je parlais d'un réseau. Donc, comme vous le voyez, la blockchain, c'est un réseau qui est décentralisé, où les informations sont partagées partout. Donc, comme vous le voyez là, pour pouvoir expliquer mieux la décentralisation et la centralisation, ici, dans un réseau centralisé, les informations viennent à un serveur central et sont partagées par un serveur central. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut faire une recherche sur Google, on vient pinguer, c'est-à-dire quand tu envoies une recherche, elle vient, je l'envoie ici, on ping l'information et on vous renvoie l'information. Vous voyez, ça, c'est dans un système centralisé. Maintenant, quand la base de données là est attaquée, c'est que vous ne pouvez plus avoir l'information que vous voulez. Ça, c'est la centralisation. La décentralisation, ok, ça c'est comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, on suppose que celui-ci a attaqué. Si celui-ci a attaqué, celui-ci peut maintenant se connecter à celui-ci. Ok, si c'est celui qui a attaqué, on peut se connecter à celui-ci, ceux-là peuvent se connecter à celui-ci. Donc, ce qui fait que le réseau continue toujours pas de travailler. Et au même moment, en fait, l'information est disponible partout. C'est ce qui est bien avec la blockchain. La blockchain, c'est-à-dire que quand il y a une information qui vient dans le réseau, quand l'information elle est minée, elle est partagée aux autres ordinateurs du réseau. Donc, si vous voulez dire que chaque ordinateur du réseau a la même copie de l'information. Genre, pourquoi quand on est peut-être parti même pour aller télécharger le Bitcoin Core, on a parlé de 64 gigas. Donc, ce qui veut dire que les 64 gigas représentent tout ce qui est information depuis 15 ans qui ont été émis sur la blockchain du Bitcoin, qui n'ont pas été effacées jusqu'à maintenant. Donc, si aujourd'hui, je télécharge le Bitcoin Core que je mets sur mon PC et que je laisse jusqu'à synchroniser toute l'entité de la blockchain, je serai jusqu'à aujourd'hui, j'aurai toute la blockchain dans mon PC et je vais commencer par voir les transactions qui vont se faire à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est pour cela qu'on parle de c'est pour cela qu'on parlait ici de données non modifiables, transparentes et consultables par tout le monde. Comme vous le voyez, tout est enregistré, les données sont enregistrées en bloc et chaque nouveau bloc est lié à la bloc précédente, formant ainsi une chaîne. Vous voyez? Donc, je vais mieux vous expliquer ça à la suite. Je vais vous expliquer ça à la suite. Mais d'abord, est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre d'abord des questions d'abord. S'il y a des questions, j'ai des incompréhensions, je vais en prendre d'abord avant d'aller. S'il te plaît, donc, juste pour rappeler que le timing, on avance un peu, donc il faudrait qu'on accélère aussi un peu pour finir avec les questions-réponses, si possible. OK. Donc, comme il n'y a pas de questions, on avance. Bon, le minage. Donc, comme je le disais, donc, le minage, c'est la validation d'un bloc d'information dans la blockchain Bitcoin. Elle donne lieu à la création de nouveaux Bitcoins au profit de l'appareil dont le bloc a été accepté dans le réseau. Vous voyez? Donc, comme je le disais, c'est à peu près ça. Quand il y a une information, là, par exemple, ici, il y a celui-ci qui va envoyer du Bitcoin. Ouais, désolé. Donc, quand celui-ci veut envoyer du Bitcoin, c'est-à-dire, on prend celui-ci, on prend un individu A qui va envoyer du Bitcoin à un individu B, l'information est envoyée dans le réseau blockchain. OK? L'information est envoyée dans le réseau blockchain. Donc, quand l'information est envoyée, qui est une information qui est cryptée, ces ordinateurs du réseau vont essayer de décrypter l'information là. Quand l'information est décryptée maintenant, c'est-à-dire, voilà, OK,
j'ai l'information, c'est que, voilà, A veut envoyer 200 bitcoins à B et que j'ai l'information, elle est décryptée par, genre celui-ci par exemple. Celui-ci maintenant, il divulgue j'ai l'information dans le réseau pour que les autres aussi, genre, s'accordent sur la nouvelle version, genre, de l'information. Donc, c'est ce qu'on appelle, genre, le consensus. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on appelle le consensus dans le réseau blockchain. Donc, quand une information, elle est minée, celui qui mine l'information, elle envoie l'information au réseau pour que les autres ordinateurs du réseau valident l'information qui a été minée. D'où on parle de consensus. Donc, si c'est une fausse information que cette personne envoie, elle est refusée. Vous voyez? Donc, c'est ce qui fait aussi que la blockchain, elle est sécurisée. Donc, l'information qui est minée génère ce qu'on appelle un hash. Donc, quand ça génère un hash, donc c'est le hash là qui sera mis dans l'entête. Ici, par exemple, voilà, si je prends ici, vous voyez, quand on prend le bloc 1, on voit un hash. Donc, le hash, au fait, c'est juste un résumé de l'information du bloc là. Donc, on a un hash, on a un previous hash. Donc, du coup, c'est le hash là, c'est-à-dire, c'est le hash miné là, qui est le SU9P2 là, qui sera mis en tête de ce bloc, qui est celui-ci. Et maintenant, ceci, j'avais généré un autre hash qui sera mis en tête de ce bloc, etc., etc. Donc, ce qui fait que quand on va modifier une information dans un bloc, ça va modifier le hash. J'avais que le hash, c'est un peu comme une signature, en fait, du bloc. Ouais, donc, je vais essayer, à la fin d'essayer de vous montrer à peu près de quoi je parle, mais on va avancer pour finir. Et voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le minage, en fait, dans le domaine de la blockchain. Donc, quand une information est envoyée, l'information est cryptée, elle est décryptée par un ordinateur du réseau, elle est soumise à un consensus. Quand c'est vérifié, l'ordinateur du réseau maintenant gagne ses bitcoins tranquillement. Ça c'est le principe du minage. Donc, ici, on parle du halving. Donc, le halving, c'est le phénomène. Le halving, c'est le phénomène de l'augmentation de la difficulté de minage et une division par deux de la rémunération des mineurs tous les 210 millions blocs minés, soit approximativement tous les 4 ans. Donc, je vous ai montré, Jacques, on était sur le bloc 800 quelque chose, 8000 quelque chose actuellement. Bon, pas 8000, 800 000 quelque chose. Donc, c'est-à-dire que chaque fois qu'on finit, Jacques mine 210 millions blocs, c'est-à-dire que ça prend pratiquement 4 ans pour qu'on mine les 210 000 blocs. Quand on finit de miner les 210 000 blocs, là, c'est le nombre de bitcoins qu'on gagne dans le réseau diminue, au fait. Et maintenant, il faut plus de difficultés maintenant pour miner, au fait, le bitcoin. Donc, du coup, le bitcoin se fait rare, mais pour le miner maintenant, il faut dépenser plus d'énergie. Donc, c'est ce qu'on appelle le halving. Donc, ce qui fait que le bitcoin actuellement est à plus de 100 000 $ parce que le bitcoin devient rare, puisqu'on n'a que 21 millions de pièces. Donc, j'ai parlé de consensus tout de suite où il faut s'accorder sur la dernière version du registre, en fait. Bon, ici, on va parler de crypte privée, crypte publique. Donc, on a parlé de cryptographie où j'ai l'essentiel pour sécuriser tout ce qui est transaction. Donc, je vous ai dit que la cryptographie permet de pouvoir sécuriser les transactions. Puisque les transactions sont cryptées. Donc, quand c'est crypté, il faut maintenant la décrypter. Donc, là, on va parler d'une clé publique et d'une clé privée. Mais bon, je n'ai pas besoin de rentrer trop en détail. Il faut juste comprendre que quand vous voulez envoyer du bitcoin à quelqu'un, l'information est chiffrée par votre clé publique et elle est déchiffrée par votre clé privée. Donc, il faut juste comprendre ça comme ça. Donc, comme je l'ai dit, les cas d'utilisation du bitcoin, c'est au-delà. Les cas d'utilisation de la blockchain, c'est au-delà du bitcoin. Donc, comme je l'ai dit, la blockchain, c'est une technologie. Donc, le bitcoin aussi, c'est une crypto-monnaie qui utilise cette technologie-là. Et je disais que la première blockchain qui a été créée, c'est la blockchain du bitcoin. Puisqu'il y a plusieurs blockchains aujourd'hui. OK? Donc, c'est la blockchain du bitcoin qui a été la première, mais ce n'est pas la seule blockchain. Vous voyez? Donc, il faut comprendre ça comme ça. Alors, donc, la blockchain peut servir dans plusieurs choses, comme, voilà, j'ai la gestion de l'approvisionnement, j'ai les votes électroniques,
même pour la logistique, même, j'en ai actifs, même dans les soins médicaux, etc., etc. Dans la blockchain, comme j'ai c'est une technologie où les informations ne sont pas modifiables, donc du coup, ça peut servir un peu partout. Donc, ce qu'il y a à retenir est complément d'information. Donc, la blockchain est une base de données distribuée qui enregistre les transactions dans un registre public sans tiers de confiance. La création de nouveaux blocs Bitcoin se fait par le processus de minage. OK? Chaque 210 millième bloc là comporte des mineurs divisés par 2. Il faut un consensus pour valider la transaction, ce qui assure la sécurité du réseau. Voilà, j'accompagne pas de protocole, puisque le Bitcoin est tout ce qu'on appelle le proof of work, c'est-à-dire la preuve de travail. Donc, il faut que les gens du réseau montrent qu'ils ont travaillé pour pouvoir gagner les bitcoins là. Donc, pour montrer, il faut qu'ils fassent ce qu'on appelle ces calculs complexes, qu'on appelle le minage. Donc, il y a un protocole, voilà, qui est le proof of work. Donc, un protocole, c'est l'ensemble des règles qui définissent comment les participants du réseau interagissent entre eux. Vous voyez? Donc, de façon simple, un protocole, c'est juste l'ensemble des règles dans un réseau. OK? C'est un peu comme quand on veut aller voir, genre fort maintenant, il y a un protocole à suivre pour aller voir fort. Donc, il faut faire ça avant de pouvoir. Voilà, donc c'est comme ça, on fait un protocole. Donc, le consensus met tout le monde d'accord sur la nouvelle version de la blockchain. Donc, le protocole, le consensus, voilà à peu près ce qu'il y a à savoir dessus. On va aller sur la dernière partie. Si les questions, je vais prendre d'abord avant qu'on aille sur la dernière partie. Oui, il y a une question. Allez-y. Oui, ceux qui ne veulent pas poser la question, qu'il aille. Oui, Léon, vas-y. Oui, bon, s'il vous plaît, est-ce qu'il peut arriver que on peut miner, genre 2 personnes peuvent miner une seule bloc en même temps? Oui, ça arrive. Ça arrive que 2 personnes minent un bloc. En fait, il y a ce qu'on appelle les blocs orphelins. En fait, quand les 2 personnes minent un bloc, c'est un bloc qui a été vite soumis au réseau qui est validé, quoi. Donc, c'est la première bloc qui a été soumis, qui Voilà. reçoit les récompenses. Oui, voilà. Et l'autre bloc là, on appelle ça bloc orphelin, ou bon, orphan block en anglais. Donc, bloc orphelin, il y a qui sera maintenant, on va reprendre les transactions de ce bloc-là et partager ça dans les autres blocs, au fait. Ah, ok, d'accord. Merci. Oui, Jean. Oui, ok, bonsoir. Bonsoir. Oui, ma question, bon, vous avez parlé de la blockchain. Donc, comme exemple, vous avez dit, on peut utiliser la blockchain dans le domaine médical et dans le domaine du vote électronique. Bon, dans le domaine médical, j'ai déjà vu un cas pratique. Un de mes profs avait essayé de travailler là-dessus. Il a sa solution. Mais je ne vois pas comment on pourrait l'utiliser au niveau des votes électriques, non, électroniques, non, c'est ce processus, j'aimerais un peu comprendre. OK. Bon, je vais vous partager à peu près ce que j'ai trouvé ça. Je vais vous partager à peu près par blockchain démo pour vous expliquer. Pour ta question, je vais répondre comme ça. En fait, comme au niveau de la blockchain, comme les informations sont non modifiables, OK, comme pour une blockchain publique, elle est non modifiable. J'ai le cran bon. C'est bon maintenant pour le cran Colette. C'est bon. Oui, c'est bon. Ça, c'est une blockchain démo pour vous montrer comment la blockchain travaille. Mais je vais en même temps répondre à la question de mon frère. Donc, en gros, en fait, comme je l'ai dit, la blockchain a comme particularité d'être non modifiable et public. OK? Donc, quand on prend au niveau
du vote, par exemple, on peut voter au niveau de la blockchain. Bon, genre, il y a ce qu'on appelle les smart contracts, puisque j'ai sur le réseau Bitcoin, il n'y a pas les smart contracts, mais les smart contracts, c'est des bouts de code où on peut genre, définir certaines choses, quoi, genre, certaines conditions. Donc, quand les conditions sont respectées, elles se déclenchent, au fait. Donc, c'est-à-dire que dans le smart contract, on peut dire, bon, genre, on prend deux trucs là, comment on appelle ça? Deux candidats, OK? Un candidat A et un candidat B. Donc, on peut dire que quand, par exemple, moi, je veux voter pour le candidat A, quand j'appuie sur votre candidat A, genre, le smart contract va se déclencher pour que je puisse maintenant valider mon truc là, valider mon, comment on appelle ça? Mon vote avec ma clé privée. Voilà, genre, j'ai pas de clé privée tout de suite. Donc, en fait, quand on parle d'une clé privée, c'est ta signature numérique, au fait. Donc, quand moi, j'appuie sur le candidat A, que je signe avec une signature numérique, ma clé privée, là, ça lui marque par exemple, un vote, par exemple. Donc, quand ça va faire ça, ça va générer ce qu'on appelle un hash. Donc, avec le hash, là, on peut aller voir que le candidat A, là, a eu un vote. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est bon. OK, bon, ici, je vais expliquer un truc. Bon, genre, ici, par exemple, ça, c'est dans la blockchain ici. Je vais vous expliquer à peu près comment les blocs marchent entre elles. Donc, ici, on prend le bloc là comme le bloc qui est le premier bloc. OK? Comme vous le voyez, le premier bloc, on a mis bloc 1. Donc, ça, c'est le nonce qui est là. Ici, c'est ici que les transactions viennent. Donc, genre, le bloc précédent, c'est sa signature qui est ce qu'on appelle le hash. Et maintenant, le bloc là, c'est son hash qui est là. Maintenant, on suppose que que je crie. Bon, je vais faire un truc simple. Je vais mettre 50 $ envoyés à Diane, par exemple. Vous voyez que tout est devenu rouge parce que l'information que je viens d'envoyer a changé le hash là. Donc, si je mine ça, OK, j'ai ça, je suis en train de miner l'information là. Donc, c'est-à-dire que là, actuellement, je suis en train de chercher. C'est-à-dire que, voilà que le truc là aussi a changé. En fait, quand on envoie une information, c'est le nonce là qu'il faut chercher. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on vous dit la réponse est 100. Maintenant, trouvez la combinaison pour donner 100. Donc, ici, je mets 5 $ envoyés à Diane pour son argent de fête. Ça, c'est juste un truc que je donne. Vous voyez ici. Regardez celui-ci. Donc, le nonce là a changé parce que ça ne correspond pas. C'est-à-dire que la réponse ça ne correspond pas à l'énigme qui est posée. Donc, si je vais miner, maintenant, vous avez que ça va changer. Parce que quand je vais miner, regardez ça là aussi, le hash aussi. Regardez le hash. Regardez le nonce, regardez le hash. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que ce nonce correspond à l'information que j'ai envoyée ici. Et voilà ce que ça a généré comme hash. Maintenant, regardez ici. Previous hash. C'est le previous hash qui est là. C'est-à-dire que ça ne correspond pas. Vous voyez? Donc, il faut que je mine encore l'information là pour que celui-ci vienne ici. Vous voyez que ça là, c'est ça qui est là. Et maintenant, celui-ci aussi a généré son hash. Il faut que je mine encore l'information là, etc. Donc, du coup, quand l'information vient dans un bloc, quand on finit de miner le bloc, comme j'ai eu à le faire, il faut maintenant soumettre le bloc aux autres ordinateurs du réseau qui, à leur tour aussi, vont pouvoir avoir l'information pour que tout soit fait truc là. Vous voyez? Donc, si je viens, je mets même espace, même une virgule. Je mets juste espace ici. Vous voyez? Tout est rouge, vous voyez? Tout est rouge. C'est-à-dire que l'information que je viens d'envoyer change. Mais si je fais comme ça, là, tout est vert. Vous voyez maintenant, il faut que je vais miner encore les autres blocs pour qu'ils puissent intégrer l'information là, qui est là. Vous voyez? Donc, ce qui fait que les blocs sont sécurisés. Donc, ça, genre, c'est les hash là qui sécurisent les blocs, puisque genre, le hash là est reporté ici et ce que le hash là génère est reporté là. Donc, c'est un peu comme s'ils sont liés entre elles. D'où on parle maintenant de blockchain ou de chaînes de blocs. Ça, c'est des blocs, ça.
Ça, c'est les blocs qui sont là. OK? Donc, on mine le bloc. C'est-à-dire que ici, je peux avoir beaucoup d'informations. Hein. Je peux avoir des informations. Plein d'informations. Plein d'informations. Ce que vous voulez, hein. Je peux mettre tout dedans. Maintenant, le truc, c'est que toute l'information qui est là ici va générer qu'un seul hash, pas plusieurs hash. Donc, le hash ici, c'est juste vous voyez un peu, ça génère qu'un seul hash. Donc, le hash, au fait, c'est un peu le résumé, OK, de tout ce qui a été écrit. Donc, là, je passe de signature numérique. C'est un peu comme si, genre, tu viens de lire, genre, un contrat et tu la signes. Donc, quand tu signes, c'est que c'est déjà bon. Maintenant, quand tu fais déjà la signature, il faut que tu dises à tes oncles et frères aussi qu'à le terrain, il a déjà vendu le terrain, donc c'est signé. Donc, eux aussi vont dire, OK, d'accord, on est d'accord. OK, on est d'accord, on est d'accord. Vous voyez? Donc, là aussi, ils vont intégrer l'information maintenant dans leur base et c'est fini. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on mine un bloc en quelque sorte. Vous voyez? Donc, c'est à peu près ça. Donc, ici, ça, c'est un bloc ici. Vous voyez, ça, c'est un bloc. Et le bloc a son hash, comme je l'ai dit. Donc, quand vous écrivez, là, il faut que vous minez pour changer le hash. Bon, ça, c'était sur la blockchain que je vous ai montré tout de suite. Ça, c'était la blockchain. Bon, ici, je peux vous montrer une transaction Coinbase. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce que je disais. Ici, par exemple, vous voyez que $100 a été envoyé à Anders. Donc, ça, c'est le bloc précédent. Ça, c'est le bloc qui a été miné. Donc, si je change maintenant, je mets que c'est $101. Vous voyez que l'information est fausse. Donc, ce qui fait que la blockchain, elle est sécurisée, on ne peut pas vraiment la modifier. Et tout ça. Donc, quand quelqu'un, lui veut modifier la blockchain, il faut qu'il vienne miner toutes les informations là pour que l'information soit vraie. Vous voyez? Il faut qu'il vienne miner. Or, on nous parle d'un réseau qui est, vous voyez, il faut qu'il vienne miner tout ça. Or, on nous parle d'un réseau qui est décentralisé, qui est ouvert partout dans le monde entier. Donc, comment et qui est pseudonyme. Donc, on ne peut pas savoir qui est derrière et qui mine quoi. Donc, voilà à peu près comment la blockchain est sécurisée. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite. Disons, j'ai encore une question. Oui. Bon, dans la blockchain, je pense la crypto, le nombre de crypto est limité en fait, je pense. Donc, j'aimerais savoir si c'est ça qui fait sa spécificité, le fait que ça ne puisse pas être piraté ou bien c'est quoi, je comprends. Oui, en fait, ce n'est pas dans toutes les blockchains que c'est limité. Il y a Ethereum qui est la deuxième crypto-monnaie qui a un supply infini, c'est-à-dire qu'on peut toujours produire des pièces d'Ethereum pour ajouter tant que le besoin se fait sentir. C'est au niveau du Bitcoin, bon, et de quelques crypto-monnaies qui ont un supply qui est limité, c'est-à-dire Bitcoin, on n'a que 21 millions de pièces de Bitcoin. Vous voyez? Donc, bon, ça fait la rareté du Bitcoin, mais côté sécurité, c'est la blockchain qui donne la sécurité au réseau Bitcoin, en fait. Ouais. Donc, c'est la blockchain qui donne la spécificité au réseau. Je ne sais pas si c'est bon. Et puis, est-ce qu'on peut transformer de l'Ethereum en Bitcoin et vice-versa? Si vous avez 21 millions de pièces. Oui. Il y a ce qu'on appelle les échangeurs où vous pouvez vendre vos bitcoins pour avoir des Ethereum, etc. Donc, il y a des échangeurs pour faire ça. Ok. Et puis, bon, je pense dans les systèmes anglophones, par exemple, tu peux transformer peut-être le Bitcoin en RA, mais dans le système francophone, je pense que le franc CFA n'est pas assez reconnu pour pouvoir le faire. Bon, bien. Oui, mais il y a plusieurs manières de le faire actuellement. Je travaille même avec une solution, je suis ambassadeur, qui s'appelle YellowCard, où tu peux vendre tes bitcoins, par exemple, et avoir ton petit money tranquillement chez toi à la maison. Tu n'as pas besoin de faire des tracas, en fait. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas, on va avancer. Bon, je pense qu'on va avancer parce qu'on a déjà fait 1h30 comme ça. Donc, Jean-Maxi, c'est 2 heures de temps, je pense. Maxi, 2 heures avec les questions. OK, on va parler du module 3, introduction à la crypto et comment y investir.
Donc, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Bon, je pense que j'ai déjà dit ça et tout, genre, dans mon introduction, mais je vais encore le rappeler. Donc, comme vous le lisez, la crypto vient de la cryptographie, donc science qui permet de sécuriser les données par cryptage, et monnaie, système monétaire généralement utilisé par un pays donné. Donc, une crypto-monnaie, c'est juste une monnaie qui repose sur la cryptographie, tout simplement, donc, pour faciliter les transactions. Donc, en fait, à ne pas confondre avec une monnaie numérique. La crypto-monnaie est une monnaie numérique parce qu'elle est utilisée sur Internet, mais la différence, c'est qu'elle utilise une technologie, OK, qui est la cryptographie. C'est-à-dire, quand on prend la blockchain, elle se base sur ce qu'on appelle la cryptographie. Donc, tout ce qui est dans son écosystème, elle est crypté. Vous voyez? Donc, la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui utilise cette technologie qu'on appelle la cryptographie. Vous voyez? Donc, ça, c'est juste la différence entre une monnaie numérique. Donc, la crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique cryptée. Si vous voulez comprendre ça comme ça. Alors, on va parler maintenant de les différents types de crypto. J'ai oublié de mettre ça ici. Bon, pour les différents types de crypto, on a plusieurs types de crypto. Hein. Voilà, j'en ai ce qu'on appelle les utility tokens. Bon, les tokens genre d'utilité. Bon, les crypto-monnaies d'utilité. OK. Quand on parle de crypto-monnaies d'utilité, c'est que il y a des crypto-monnaies qui sont utilisées. Bon, je comprends le Bitcoin, par exemple. C'est une crypto-monnaie d'utilité dans le sens où on peut utiliser la blockchain pour acheter. Oui. Mais au Togo ici, on peut acheter avec du Bitcoin. Il y a même un restaurant, Le Talier, qui accepte les paiements en Bitcoin ici au Togo. Donc c'est une crypto-monnaie d'utilité. Donc, il y a des monnaies qui sont genre d'utilité, il y a des crypto-monnaies qui sont des stablecoins, etc., etc. Mais je pense qu'on va peut-être après en parler. On va avancer sur le programme. Alors, comment acheter et vendre du Bitcoin ou de la crypto-monnaie, si vous voulez? Voilà, donc pour acheter et vendre du Bitcoin, vous devez utiliser ce qu'on appelle des plateformes appelées exchange. Donc, en fait, il faut comprendre que dans ce domaine, tout est en anglais. Donc je comprenais que je parle souvent anglais que français. Bon. Donc, il y a ce qu'on appelle un échangeur où vous pouvez aller acheter maintenant des crypto-monnaies là-bas. Donc, comme mon frère, j'allais demander tout de suite. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser, comment on appelle, EasyChain, YellowCard et tout ça pour pouvoir acheter. Que ce soit du Bitcoin, que ce soit, je ne sais pas trop, sur ces plateformes. Même sur Binance, vous pouvez faire ça aussi. Vous voyez. Donc, dans ces plateformes, ça vous permet de pouvoir peut-être prendre votre CFA et acheter peut-être du Bitcoin, de l'Ethereum ou la crypto-monnaie que vous voulez. Vous voyez. Donc, il y a plusieurs plateformes. Comme je le disais, il y a des grosses plateformes. Quand on prend Binance, BitGet et tout, qui sont des grosses plateformes qui ont vraiment beaucoup de liquidité. C'est-à-dire que vous pouvez même venir avec $1 milliard. Le marché vous bouffe ça en 2 ou 3 minutes. Et nous avons des plateformes qui sont aussi locales. Donc, quand je parle de YellowCard, de EasyChain et tout ça, ce sont des plateformes qui sont locales où vous pouvez acheter du Bitcoin, acheter de l'Ethereum et ce que vous voulez dedans, genre avec ces plateformes-là. Ouais. Donc, ce qu'il faut faire sur ces plateformes d'abord, il faut s'inscrire. Donc, vous voulez vous inscrire. J'ai fait la vérification, ce qu'on appelle le KYC. OK. J'ai fait un dépôt de fonds, que ce soit, voilà, si vous avez des CFA, vous faites un dépôt de fonds. Et là, vous achetez maintenant votre crypto-monnaie tranquillement. Dans ce qu'on appelle le trading. Donc, quand on dit trader, trader, ça veut dire juste commerçant. Trader, ça veut dire commerçant. Donc, du coup, vous achetez votre crypto-monnaie. Moi, je pense que ça sera plus une session plus spécifique pour ça. Mais bon. En gros, en fait, voilà comment vous pouvez acheter votre crypto-monnaie, votre Bitcoin. Donc, si vous avez du franc CFA aujourd'hui, vous pouvez, comme je l'ai dit, aller sur des plateformes comme Binance, comme EasyChange, comme YellowCard. Vous faites votre dépôt en franc CFA et vous achetez votre Bitcoin, votre Ethereum, votre Ton, etc., etc. Mais je tiens aussi à dire, qu'il faut vraiment faire des analyses avant d'acheter des cryptos. Parce que oui, aujourd'hui, les cryptos, c'est, je sais pas, c'est plus ouvert, plus mainstream. J'en entends parler des cryptos un peu partout, mais
il faut vraiment faire attention, il faut vraiment se faire former, genre, si je peux dire, ou, genre, ou au moins aller à l'information avec genre, les tutos qu'il y a sur YouTube et tout ça. Mais il faut se faire former parce que il y a du bon et il y a du mauvais, comme dans toutes choses. Donc, si vous ne savez pas faire, vous allez tomber sur des gens qui vous vendent du rêve, sur, voilà, quoi, des choses comme ça. Donc, c'est très important. Il faut vraiment se faire former. Deuxième chose aussi, il faut comprendre quoi acheter. Parce que oui, c'est vrai qu'on a Bitcoin et tout ça, mais aujourd'hui, sur le marché, je vais vous montrer le marché un peu. Sur le marché, on a pratiquement plus de 15 000 crypto-monnaies aujourd'hui, à l'heure où nous parlons. On a plus de 15 000 crypto-monnaies. Donc, ce n'est pas tout qu'il faut acheter. Donc, il faut arriver à faire la part des choses et savoir ce qui est bien. Bon, en tout cas, ce qu'on peut acheter, comme vous le voyez ici. Vous voyez, il y a 15 973 cryptos. Vous voyez. Genre pour un volume de genre 3 trillions, genre ça fait 3 000 milliards actuellement qui est sur le marché. Vous voyez, donc on a plus de 15 000 cryptos. Donc, il faut faire attention, faut pas, parce que oui, aujourd'hui la crypto, bon, en tout cas, on en parle un peu partout, donc je vais me lever pour acheter des cryptos. Non, ça ne fait pas comme ça. Donc, pour pouvoir acheter, c'est simple d'acheter, mais quoi acheter, pourquoi acheter, à quoi s'attendre si on veut faire des gains, parce que je pense que, juste que nous sommes ici, on est là pour se faire des gains. Donc, il y a tout, il faut maîtriser ce qu'on appelle l'analyse fondamentale, on-chain et technique pour pouvoir être dans cet écosystème. Donc, on ne vient pas juste pour venir acheter. Ça, c'est ce que j'avais à dire pour cette petite partie. C'est très important. Alors maintenant, les cryptos, quand on les achète, on les garde où? Sur des portefeuilles ou wallets. Alors, cette partie, c'est juste pour vous parler de quelques portefeuilles et tout ça. Mais moi, personnellement, je préfère garder mes cryptos sur les échangeurs. Puisque les portefeuilles, aujourd'hui, ne sont plus très vraiment sécurisés. J'ai payé les frais plusieurs fois où j'ai été vidé, mon portefeuille a été vidé. Donc, en fait, il faut comprendre que la crypto aussi, c'est la jungle. OK? On parle d'informatique, on parle de certaines choses. Donc, il faut comprendre que c'est la jungle dans le sens où on peut vider votre portefeuille. OK? Si on vide votre portefeuille, ça n'a rien à voir avec la blockchain. Ça a à voir avec vous et comment vous interagissez avec les choses en ligne, en fait. Puisque aujourd'hui, on dit qu'il y a quoi? Il y a des choses, j'en envoie de venir faire quoi. J'ai dû connaître ton portefeuille. Un truc, tu connais ton portefeuille. Ça, tu connais. Donc, quand tu fais ce genre de connexion, tu donnes accès, en fait, à ces personnes de pouvoir venir te voler. Donc, chaque fois que tu vas autoriser une connexion, c'est que tu signes, en fait, j'avais ta clé privée, tu signes l'autorisation. Donc, dès que tu signes, c'est que tu donnes accès à ton portefeuille. Donc, il faut faire attention. Alors, un portefeuille wallet est comme un compte bancaire pour vos crypto-monnaies. Donc, il vous permet de pouvoir stocker vos cryptos. Voilà, j'ai de signer vos transactions et des monnaies et de mener vos activités sur les blockchains. Donc, en fait, comment on appelle ça? Un portefeuille, je peux dire, ça permet de pouvoir interagir avec une blockchain. OK? Parce que quand je disais que je voulais envoyer des cryptos à Diane, par exemple, ce n'est pas comme si j'allais envoyer ça, genre, en l'air comme ça. Il me faut un portefeuille où j'ai mes cryptos dessus et, genre, elle aussi a son portefeuille. Maintenant, dans son portefeuille, il y a ce qu'on appelle une adresse publique, OK, qu'elle va m'envoyer à moi pour que je puisse leur envoyer les bitcoins dessus. Donc, c'est un genre de numéro de téléphone, si vous voulez, ou un genre de numéro de compte bancaire qu'elle va m'envoyer pour que je puisse lui envoyer les cryptos dessus. Donc, vous voyez, donc ça peut de stocker les cryptos, de signer les transactions et de mener toutes les activités sur la blockchain. Donc, au début de la crypto, chaque crypto possédait son propre wallet. Donc, pour conserver ces 10 cryptos, on devait installer plus de 10 wallets. OK? Maintenant, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les multi-wallets, où aujourd'hui, avec un seul portefeuille, vous pouvez avoir toutes les blockchains dans ce portefeuille pour pouvoir avoir tous vos cryptos dans un seul portefeuille. OK? Donc, c'est un peu comme si aujourd'hui, vous avez une super application où vous avez T-Money, Flows, Orange Money, tout dedans en même temps. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut vous envoyer Orange Money, vous envoyez le numéro de Orange Money.
Quelqu'un veut envoyer flux, veut un numéro de flux, mais tout ça dans un seul portefeuille. Ouais. Donc, c'est comme ça, en fait, au niveau de la crypto. Donc, voilà, bon, on va parler de quelques petits trucs. Au niveau des cryptos, on a ce qu'on appelle les seed phrases et les clés publiques et les clés privées. Donc, c'est ce que je disais. Donc, quand on parle des seed phrases, en fait, quand vous installez votre portefeuille, on vous donne une liste de 12 à 36 mots. C'est ce qu'il y a à côté ici. J'ai mis l'exemple à côté ici. Voilà, ça, c'est l'exemple à côté là. On vous donne une liste de 12 à 36 mots que vous devez garder. OK? En fait, c'est ça qui fait que vous avez accès à votre portefeuille. Puisqu'on parle de décentralisation, donc c'est-à-dire que tout vous appartient, quoi. Tout vous appartient. On parle de décentralisation. Donc, si vous perdez ces 12 ou 36 mots, pardon, personne ne peut vous aider. C'est important de comprendre. Quand on parle de décentralisation, ça, c'est un bon et mauvais côté. Si vous perdez votre mot de passe, genre de Facebook aujourd'hui, il suffit juste de mettre mot de passe oublié et on vous envoie un mail. Si vous perdez, je ne sais pas, genre de Gmail, il suffit d'envoyer tel et on vous envoie tel. Si vous perdez votre code PIN de T-Money, tout ça, il suffit juste de pouvoir envoyer quoi et vous avez tout. Ça, on parle d'un système qui est centralisé et quelque part, c'est bon. Mais dans un système qui est décentralisé, on vous remet tout. OK? Donc, les 12 mots ou les 36 et tout ça, c'est très important. Quand vous allez les avoir, il faut les noter sur un papier, les garder jalousement quelque part. Parce que quand une personne a accès à vos 12 mots, elle a accès à votre portefeuille. Et elle peut vider votre portefeuille. Donc, c'est important de comprendre. Donc, c'est une série de mots allant de 12 à 36 qui est donnée pendant la création d'un wallet. Il permet de récupérer nos cryptos en cas de perte, OK? En cas de perte d'accès à notre wallet ou de votre téléphone. Donc, ce qui voudrait dire que si aujourd'hui, j'ai mes 12 mots quelque part, je suis dans ma chambre et que je perds mon portable, par exemple, il suffit que je vienne, j'ai téléchargé, genre, c'est trois sur wallet où j'ai un portefeuille, que je remette ces 12 mots et j'ai accès à mon portefeuille et à toutes mes crypto-monnaies. OK? Donc, c'est super important de pouvoir d'abord, les garder et aussi, je ne vais pas les partager avec les gens. Puisque si moi, j'ai vos 12 mots, je peux aussi avoir accès à votre portefeuille et les vider. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la seed phrase. Il faut la garder jalousement. Donc, on a aussi ce qu'on appelle les clés publiques et les clés privées. Donc, comme j'ai eu à le dire, les clés privées, ça permet de signer les transactions. Et les clés publiques, c'est ça qui est votre adresse que vous envoyez à la personne. En fait, c'est la clé publique qui génère l'adresse publique que vous envoyez à la personne. OK? Donc, dans la liste, on va dire, truc là. La seed phrase génère ce qu'on appelle une clé publique et une clé privée. OK? Maintenant, la clé publique, génère, elle, à son tour, une adresse publique que vous allez envoyer pour recevoir vos crypto-monnaies. Donc, chaque crypto a son adresse publique. Donc, pour recevoir du Bitcoin, il faut envoyer adresse de Bitcoin. Pour recevoir Ethereum, il faut envoyer adresse Ethereum. Maintenant, si vous faites l'erreur d'envoyer adresse Ethereum pour recevoir du Bitcoin, vous perdez vos crypto-monnaies et il n'y a pas de retour en arrière. On parle de décentralisation, donc soyez focus. C'est important. T-Money, là, j'en peux annuler les trucs là, mais dans crypto, là, on n'annule rien. Donc, on parle de décentralisation, donc c'est important. Alors, on va parler des différents types de wallets. On a ce qu'on appelle les custodial et les non-custodial. Attends, je vais voir si c'est déjà fini. Ouais, c'est fini. On a juste 2 pages ou 3. Voilà, et c'est fini. Donc, on parle des custodial et de non-custodial wallets. Alors, quand on parle de custodial wallet, en fait, c'est des portefeuilles où vos clés privées sont détenues par... la clé privée, les sites sont détenus par une organisation ou un échangeur. Par exemple, quand vous mettez vos crypto-monnaies sur Binance, par exemple, c'est dans le portefeuille de Binance que vous mettez ça. Donc, les clés privées sont détenues par Binance. Donc, si quelqu'un veut hacker, votre compte en quelque votre compte où vous volez vos crypto-monnaies, il faut qu'il hack maintenant le portefeuille de Binance et tous les crypto-monnaies qui sont sur
le portefeuille de Binance, y compris votre crypto-monnaie aussi, va partir. Maintenant, pourquoi je disais en fait que ces échangeurs, Binance et autres, sont mieux? Parce qu'ils ont des fonds pour vous payer en cas de hack. Actuellement, je pense que Binance a mis $1 milliard de côté. Au cas où on hack, genre son portefeuille, on peut vous payer. Il y a même aussi KuCoin aussi, qui est une plateforme aussi qui fait ça. Moi, j'ai été déjà, bon, on a déjà hacké KuCoin une fois et ils nous ont payé. Donc, maintenant, les portefeuilles qui sont les non constituels, c'est là que c'est vous qui détenez vos clés privées, comme j'ai eu à le dire. Peut-être dans ce cas de figure, il faut que vous ayez ce qu'on appelle genre, une bonne hygiène numérique. Donc, genre, il faut vraiment faire bien les choses pour que vous n'intéressez pas avec tout et n'importe quoi et voir votre portefeuille vidé. Donc, pour les différents types de portefeuilles, j'en ai des portefeuilles, j'ai les hardware et les software. Donc, quand on parle des hardware, c'est les dispositifs qui sont physiques, okay, comme les ledgers, voilà. Ça, c'est les ledgers, les trésors, ou même des portefeuilles qui sont papier. Donc, la plupart sont hors ligne. Donc, c'est un peu comme des clés genre USB. Donc, vous sécurisez vos cryptos dessus et vous mettez ça dans votre confort. Vous voyez? Maintenant, on parle des portefeuilles software. J'ai qui a besoin d'Internet pour travailler. Donc, on a Blink, Trust Wallet et tout ce que vous voulez. Vous voyez? Donc, c'est à peu près ça. Alors, pour finir, ça, on est à la fin. Pour finir, j'ai la meilleure pratique de sécurité, en fait. OK? Il faut faire le tout FA, OK? Que ce soit sur votre portefeuille ou votre compte Binance ou pas. Faites le tout FA. J'ai regardé vos logiciels à jour. Moi, chaque fois, je mets à jour tous mes portefeuilles. Tant qu'il y a mise à jour, je mets à jour tous mes portefeuilles. Mon PC, j'ai mon portable. Chaque fois qu'il y a mise à jour, je mets ça. Puisque les mises à jour, c'est pour corriger des problèmes. OK? J'ai sur votre portable, sur votre ordinateur, sur votre portefeuille. Donc, il faut vraiment faire des mises à jour. OK? Donc, soyez aussi vigilant contre les arnaques, en fait. Donc, depuis on envoie que Fort veut partager 45 000 francs aux gens, pardon. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas dans ce site-là pour pouvoir aller vous exposer. OK? Donc, je pense que j'ai eu à finir rapidement. Donc, si vous avez des questions, je les prends. Je pense on vient de faire 1h52 minutes. Oui, donc, oui, allez-y. On va finir à... Ok, merci pour la présentation. Au niveau des portefeuilles, vous avez parlé des clés publiques, des clés privées. Donc, ce sont les clés privées, on va envoyer à celui qui va nous envoyer de l'argent, on envoie notre clé privée pour pouvoir qu'il nous envoie l'argent, n'est-ce pas? Donc, maintenant, souvent... Non, on n'envoie pas la clé privée, on envoie la clé publique. Ah, d'accord, c'est la clé publique. D'accord, merci. En fait, ce que je disais, en fait, je disais que en fait, il y a ce qu'on appelle, genre la seed phrase que tu vois ici, permet de générer la clé privée et la clé publique. Attends, je vais voir si je peux retourner. La seed phrase permet de générer la clé privée et la clé publique, en fait. Tu vois. Maintenant, c'est la clé publique qui permet de pouvoir avoir une adresse publique. Maintenant, c'est l'adresse publique que tu envoies à la personne, en fait. La clé publique, il faut la garder pour toi. Si tu donnes ça à quelqu'un, c'est un peu comme si tu donnais le code PIN de ton portefeuille à quelqu'un. Oui. Après, bon, j'ai le wallet of Satoshi. Maintenant, j'aimerais savoir, le wallet of Satoshi, ça permet de gérer quel type de crypto? Le Bitcoin, l'Ethereum ou quoi? Je ne comprends pas vraiment. Satoshi, là, comme bien expliqué, là, on a dit que c'est la petite unité du Bitcoin. Ok. Tu as ta réponse en même temps, Mario.
Ouais. Ok. Maintenant, oui. Bon, ça, je ne pense plus que c'est à propos de la présentation, mais c'est à propos du mythe en question. Pour pouvoir suivre le mythe, c'est sur LinkedIn, je l'ai vu. Bon, j'étais un peu en retard d'une heure de temps. Donc, c'est sur LinkedIn, je viens de voir l'annonce, j'ai cliqué sur le lien et ça m'a dirigé vers là. Donc, en voyant voir le profil, j'ai vu que c'était, on écrit là-bas, Togo Bitcoin Community. Bon, mais moi, je suis dans une communauté, le Africa Blockchain Community. Donc, j'aimerais savoir ce que vous faites précisément. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez Africa Blockchain Community de Laboré. Si vous connaissez Laboré. Voilà, la question. Élaborer, c'est mon gars. J'étais même panéliste sur l'événement de ICP. Si tu es venu, tu as dû me voir. Ok. Donc, élaboré, c'est mon gars. Donc, je connais bien Africa Bitcoin Community, Blockchain Community plutôt. Oui. Je suis. Bon, je travaille avec eux. Bon, en tout cas, on travaille ensemble. Donc, voilà à peu près. Ok, donc on peut dire le Togo Bitcoin Community est une filiale de l'Africa Blockchain Community. Non. Ce n'est pas une filiale. Africa Bitcoin Community, c'est de Laboré. OK. Oui. Togo Bitcoin Community, ce n'est pas de Laboré. Ça, c'est une structure à part dans laquelle même j'ai Laboré même être dedans. Ok. Donc, Ça, c'est plus pour le Bitcoin. Ça, c'est plus Bitcoin. ok. Donc, c'est une communauté aussi. Ça, c'est plus. Oui. Ça, c'est plus Bitcoin. Ça, c'est plus. J'en ai plus focus sur le Bitcoin là-bas, en fait. Ok, d'accord. Donc, bon. J'aimerais savoir comment rejoindre la communauté et tout. Donc, voilà. Ok, bon. Après, je vais laisser mon contact à la fin. Tu peux toutefois m'écrire et voilà. Ok, d'accord. D'autres questions? Les gars, j'ai envie de faire pratiquement 2 heures. Donc, oui, Léon, vas-y. Posez les questions pour qu'on se libère. Oui, bon, moi j'aimerais savoir si c'est possible d'acheter une crypto sur une autre plateforme et que d'envoyer l'adresse de portefeuille d'une autre plateforme. Oui, C'est-à-dire, c'est possible. Ok. C'est-à-dire que j'ai acheté du Bitcoin sur Binance et tu veux transférer tes Bitcoins sur BitGet, par exemple. Oui, voilà. Voilà. Donc, tu peux copier l'adresse Bitcoin genre de BitGet et tu envoies sur Binance, en fait. Et tu peux transférer tes Bitcoins maintenant, genre Ok, Binance d'accord. à BitGet. Donc, c'est possible de le faire. Il faut juste copier la bonne adresse et tout. Ok. Merci. Je vous en prie. Les gars, il n'y a plus de questions. Ok. S'il n'y a plus de questions, là, je pense que voilà, on va mettre fin. Bon, je veux juste prendre les 2 minutes qui restent là. Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être qu'il y a d'autres qui le savent déjà, on a une conférence, la première conférence blockchain ici au Togo, le samedi prochain, le samedi 14. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez toutefois me faire signe. Les tickets sont pas chers. Les tickets sont à 5 000, 10 000, 15 000. Ça pourrait être aussi l'occasion de se voir, pourquoi pas discuter. Oui. Justement, alors, Tony, s'il te plaît, est-ce que, si possible aussi, est-ce que tu peux partager la fiche en mode play récap pour que les gens puissent voir aussi, si possible? Ok. Après, je vais chercher la fiche là. Ok. Une seconde, s'il vous plaît. Ah, donc c'est vous qui organisez l'événement. Donc, j'ai vu l'annonce là. Bon, j'ai des amis même qui vendent le ticket, mais je ne savais pas que c'était un truc de Togo Bitcoin Community même. Ok. Non, en fait, quand on avait Togo Bitcoin Community là, on va se frapper ce soir. Hein.
Oui, une seconde, je vais partager le truc. Ok, d'accord. En fait, ce n'est pas toujours Togo Bitcoin Community. Moi, en fait, je suis une personne, comme je l'ai dit dans mon truc, je suis blockchain advocate. Donc, du coup, moi, genre, la honte pas de blockchain, moi, je me vois là-bas, c'est tout. Ok, d'accord. Ok. Excusez-moi, je vais balancer ça bientôt. La honte pas de blockchain, genre, vous me voyez là-bas, c'est comme ça, moi, je ne suis pas d'un bord, Ok. où il faut être. Quand il faut parler de blockchain, tu me vois, c'est tout. Ok, d'accord. Et voilà, je vais partager. Je pense que c'est bon, hein. Excusez-moi. Quand tu es pressé, hein, des fois, là, en fait, je n'avais même pas pensé à parler de ça même ce soir, mais je me suis dit, c'était l'occasion. Donc, je vais partager ça avec vous. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, c'est l'événement. Ah, c'est moi, je suis de Swakla là-bas, à côté là. C'est moi la première personne. Voilà. Donc, en Ah, fait, ouais. c'est l'événement, bon, comme je l'ai dit, c'est le premier événement 100% togolais parce que la plupart des événements, il y a Binance, il y a les autres derrière qui le font, qui nous soutiennent en quelque sorte, mais ça, c'est un premier événement 100% togolais. On aura, bon, en tout cas, pas mal de personnes. Tous ceux qui sont ici ont quelque chose à vous apporter. Et voilà quoi. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à ça. Les tickets sont à 5 000, 10 000, 15 000. Et pour la réservation, ça, c'est plus pour une formation qu'on va faire à la suite. Mais voilà quoi. Donc, du coup, pour ceux qui sont intéressés, ça serait aussi une occasion parce que voilà, genre ce soir, on a parlé de blockchain et tout ce qui va avec. J'en essaie de pouvoir balayer tout ça. Mais on pourrait toutefois, ça serait aussi l'occasion de pouvoir commencer vraiment genre, à réseauter, à pouvoir peut-être discuter, prendre des contacts, savoir ce qu'on peut faire dans cet écosystème. Parce que moi, la suite, je pense même créer un genre d'école. Bon, pas une école, mais bon, je pense commencer d'ici mars à faire des formations gratuites chaque samedi. Donc là, je suis en train de chercher les partenaires à l'extérieur pour pouvoir vraiment accompagner genre, ce que je veux faire. Parce que le but, c'est de pouvoir plus apporter l'information à l'argent. On est dans un écosystème aujourd'hui, il faut au moins savoir avant de dire qu'on ne sait pas, que d'être là, être ignorant. Donc, l'idée, c'est ça. Donc, ça me ferait plaisir pour ceux qui veulent. Donc, l'argent de fait que vous avez donné à votre go là, coupez, j'en sais mieux dessus et venez apprendre et on va réseauter. Donc, comme vous le voyez, le thème, c'est la prochaine des opportunités en Afrique. Donc, moi, j'ai community manager Web3, donc je pourrais vous parler de comment travailler dans la blockchain, comment se faire de l'argent, bon, si on peut le dire comme ça. Et voilà, genre, pourquoi pas, certaines personnes aussi peuvent toutefois aussi, j'ai commencé par travailler dans ce domaine, en fait. Donc, voilà à peu près, les gars. Je pense que j'ai eu à faire le tour, hein.